Le soleil de la région du plateau d'ébène se levait sur Ndoria, non pas avec la douceur des matins de conte, mais avec une ardeur déjà palpable. Ndoria n'était pas un village, mais une petite ville figée dans un temps où le progrès n'avait fait qu'effleurer les bordures, laissant le cœur de ses ruelles à la latérite rouge et aux bâtisses basses, souvent inachevées. C'est dans l'une de ces maisons, modeste mais toujours impeccable, que vivait Maël. Il avait près de 20 ans et portait sur ses épaules le poids invisible d'une promesse faite bien avant sa majorité. Son père avait été emporté par une maladie fulgurante alors que Maël était encore un enfant, laissant derrière lui sa femme, Aya, et un vide immense. Aya était le pilier d'une force tranquille. Son dos, marqué par les années de portage et de travail au champ, témoignait de son engagement indéfectible à offrir à son fils plus que ce que Ndoria pouvait lui donner. Elle avait vendu des condiments au marché, lavé le linge des familles plus aisées, et s'était même aventurée dans la culture de quelques parcelles de terre lointaines. Tout cela pour une seule chose, que Maël n'ait jamais à baisser la tête devant l'adversité. Maël avait grandi avec cette image gravée en lui, les mains calleuses de sa mère, son sourire exténué mais toujours présent. Il avait compris très tôt que l'héritage de son père ne serait pas matériel, mais une motivation féroce à réussir. Et Maël étudiait. Il étudiait à la lueur d'une lampe à pétrole, quand l'électricité, capricieuse, se coupait, et il étudiait sur le banc de l'école primaire et secondaire de Ndoria, où les enseignants faisaient souvent de leur mieux avec des ressources limitées. Il était d'une intelligence vive, non pas seulement théorique, mais pratique, capable d'analyser et de résoudre des problèmes avec une logique implacable, bien au-delà de ses années. Une fois son diplôme en poche, la réalité de Ndoria le frappa de plein fouet. Les diplômes n'ouvraient pas les portes dans cette petite ville. Les seules opportunités étaient les petits commerces, la brousse ou les travaux manuels. Aucune des voies qui pouvaient offrir à Aya le repos qu'elle méritait tant. Les matins devenaient lourds de désespoir. Il voyait sa mère repartir avant l'aube, et il ne pouvait que l'aider aux tâches ingrates. « Ne t'en fais pas, mon fils, » disait Aya, percevant son angoisse. Dieu voit nos efforts. Un après-midi, alors qu'il parcourait un vieux journal oublié dans un bar, son regard fut happé par une annonce « Grand concours national pour jeunes talents et surdoués des régions éloignées. Les lauréats se verront offrir une bourse complète et un mentorat pour des études supérieures spécialisées dans la capitale, Maloria. » Le cœur de Maël se mit à battre avec une violence inouïe. Il lut l'annonce 5 fois, puis courut chez lui, le papier chiffonné serré dans la main. Aya, surprise de le voir revenir si vite, écouta attentivement, sans interrompre. Quand il eut terminé, elle posa sa main sur sa joue, un sourire rare de détermination aux lèvres. « C'est une lumière qui vient de loin, Maël. Tu dois la saisir. » Le concours était organisé à une centaine de kilomètres de là. Aya vendit l'une de ses plus belles parures, un bijou que son mari lui avait offert, pour payer le voyage et les frais d'inscription. Pour elle, c'était le meilleur investissement qu'elle n'aurait jamais fait. Le jour J, Maël affronta des épreuves complexes, allant des mathématiques avancées à la logique spatiale et à la résolution de problèmes éthiques. Il ne se contenta pas de répondre, il proposa des solutions innovantes, étonnant même les examinateurs venus de la grande ville, Maloria. 2 semaines plus tard, le facteur arriva en trombe. Le pli était cacheté du sceau du ministère. Maël fut l'un des 3 lauréats de tout le plateau d'ébène. Son nom résonna dans le petit salon d'Aya comme une symphonie inattendue. Le courrier détaillait, il était admis dans un programme d'ingénierie. La bourse couvrait les frais de scolarité, le logement et même une petite allocation. « Tu pars, Maël ?» lui dit-elle, la voix nouée d'émotion. La séparation fut déchirante. Aya se montrait forte pour son fils, lui faisant sa valise avec les quelques vêtements neufs qu'elle avait réussi à acheter et un plat de ses beignets préférés pour la route. « Quand tu seras là-bas, souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi du prix de ce voyage. Ne perds pas ton temps, mon fils, et ne t'inquiète pas pour moi. La maison de ton père m'attend. » Elle avait prononcé une prière sur lui,
longue et fervente, confiant son unique enfant aux mains de Dieu et au destin. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais lui offrir ce que Maloria lui offrait. Le laisser partir était le sacrifice ultime, mais aussi l'acte d'amour le plus pur. Maël quitta Ndoria un matin brumeux, le cœur lourd mais l'esprit embrasé. Sur la banquette du vieux car qui l'emportait vers la ville, il regarda les champs de latérite s'éloigner, promettant silencieusement à l'image lointaine de sa mère « Je reviendrai te chercher, je reviendrai te donner le repos que tu as mérité. » De son côté, Aya, de retour chez elle, chercha le réconfort auprès de sa plus proche voisine et confidente, Mabélé. Mabélé avait une petite fille, Sira, de l'âge de Maël. Elle lui raconta les moindres détails du départ, de la bourse, des promesses de réussite. Le car cracha Maël et sa valise fatiguée à la gare tentaculaire de Maloria, le cœur battant à un rythme effréné. La grande ville était un organisme vivant, bruyant, vibrant, infiniment plus rapide et impitoyable que la poussière tranquille de Ndoria. Les taxis jaunes filaient, les néons clignotaient, les immeubles de verre et d'acier se dressaient vers un ciel que Maël n'aurait jamais imaginé. Il mit plusieurs jours à s'habituer au rythme et à l'isolement. La bourse l'avait logé dans une résidence universitaire moderne. Il fut submergé par le niveau académique élevé de l'Institut supérieur de technologie. La technologie de pointe, les professeurs venus de l'étranger et la compétitivité. Seul, Maël se rappela la promesse faite à Aya et le prix que sa mère avait payé pour ce rêve. Il se lança dans ses études avec une discipline de fer. Il ne sortait pas, ne participait pas aux soirées étudiantes. Il passait ses nuits à la bibliothèque, apprenant les langages de programmation, l'ingénierie des systèmes, l'optimisation des réseaux. Il était une éponge, et bientôt, son talent brut, couplé à son travail acharné, commença à se démarquer. Il devint le premier de sa promotion. Sa réputation le précédait. On parlait du jeune prodige de la région éloignée, celui qui travaillait avec la faim au ventre. C'est lors d'une session de hackathon organisée par l'université qu'il la rencontra. Elle s'appelait Amélia. Elle était là pour une toute autre raison, un programme d'échange en arts visuels. Elle n'étudiait pas l'ingénierie, mais elle avait été invitée à la compétition pour aider les équipes à conceptualiser leurs interfaces utilisateurs. Amélia avait une aura particulière. Orpheline très jeune, élevée dans un foyer géré par des religieuses, elle avait conservé une beauté et une douceur que les épreuves n'avaient pu effacer. Elle était comme une princesse échappée d'un conte, avec son allure délicate, ses longs cheveux tressés, et ses yeux dont la couleur évoquait le miel doré à la lumière. L'équipe de Maël avait besoin d'un designer pour finaliser la présentation de leur projet de système de gestion énergétique urbaine. Il la contacta, d'abord froidement. « Votre travail est impressionnant. Nous avons besoin de votre sens esthétique pour traduire notre complexité en clarté visuelle, » lui dit-il avec sa rigueur habituelle. Amélia sourit. « J'ai vu ce que vous avez conçu, Maël. Je serais ravi de donner une belle coquille à votre idée brillante. » Ils travaillèrent ensemble, jour et nuit. L'entente fut immédiate, non seulement professionnelle, mais émotionnelle. Maël découvrit en Amélia une profondeur et une résilience qu'il n'avait trouvées chez personne d'autre. Elle était son opposé, artistique, libre, parfois rêveuse. Il était fasciné par sa capacité à trouver la beauté même dans les endroits les plus sombres. Le projet remporta le premier prix. La soirée de célébration fut le tournant. Loin de l'agitation, sur un toit terrasse dominant les lumières de Maloria, ils se retrouvèrent seuls. « Je n'ai jamais eu le temps pour autre chose que mes études », confessa Maël, le regard fixé sur l'horizon urbain. « Il y a ma mère, le but. Maël, ton cœur est aussi grand que ton esprit. Mais ta mère ne veut pas que tu t'éteignes. Elle veut que tu vives et que tu sois heureux. » Ce soir-là, les barrières tombèrent. Ils partagèrent leurs histoires, leurs rêves, leurs peurs. Ce fut le début d'un amour puissant, un amour parfait. Ils se comblaient l'un l'autre, formant un équilibre inattendu entre la rigueur de l'ingénieur et l'âme de l'artiste. Les années filèrent à toute vitesse. Avant même la fin de son cycle d'études,
Il fut approché par le groupe Archetype Global, une multinationale de développement numérique. Le PDG, un homme fortuné et visionnaire, avait repéré son génie lors d'une conférence académique. À la fin de ses études, un poste l'attendait. Directeur adjoint des projets innovants. Un titre ronflant, un salaire mirobolant, un appartement dans un quartier prisé et une voiture de fonction. La vie de Maël avait basculé de manière vertigineuse. Il se pinça souvent, se rappelant les nuits à la lampe à pétrole à Endoria. Le premier réflexe de Maël fut de contacter sa mère. « Maman, j'ai réussi, j'ai un travail, et je peux prendre soin de toi. » Chaque mois, un virement conséquent était envoyé à Aya, accompagné de colis remplis de vivres de qualité, de médicaments et de petits cadeaux pour sa maison. Elle se rendait chez Mabélé pour lui raconter, avec une fierté qu'elle ne cherchait pas à cacher, les exploits de son fils. « Il m'a envoyé cette étoffe de Maloria, si douce », confiait Aya à son amie. Elle détaillait tout, le salaire de Maël estimé, le luxe de son nouvel appartement. Mabélé écoutait, son visage se tordant intérieurement. Elle avait cru que l'éloignement de Maël le ferait oublier Aya. Au lieu de cela, il l'avait élevée au rang de reine locale, par procuration. Pendant ce temps, sa propre fille croupissait dans une vie sans perspective. Un jour, Mabélé décida d'agir. Elle vint chez Aya avec un air de fausse compassion. « Aya, ma sœur, Dieu t'a bénie, c'est vrai, mais je suis inquiète. Ton fils n'a toujours pas de femme officielle. Le monde de Maloria est plein de tentations. Et qui s'occupera de toi quand tu auras besoin d'une belle fille pour t'aider ?» Aya, naïve, hocha la tête. « Tu as raison, Mabélé. » Mabélé frappa alors son cou. « Jessira. Elle est discrète, travailleuse, de bonne famille. Pourquoi ne pas lui proposer la main de Massira ?» Aya répondit avec sa sagesse habituelle. « Je vois ton cœur, ma sœur. Et si Maël acceptait, ce serait un grand honneur. Mais s'il a déjà choisi, je ne le forcerai pas. » Mabélé repartit, le cœur bouillonnant. L'approbation d'Aya était tout ce dont elle avait besoin. Elle se disait que la richesse de Maël devait rejaillir sur elle. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là, dans la lumière éblouissante de Maloria, Maël était sur le point de prendre une décision qui allait sceller leur destin à tous. Il avait finalement décidé que le moment était venu. Il allait ramener Amélia à Endoria. C'était un samedi radieux sur la route du plateau d'ébène. La voiture de fonction de Maël, une berline allemande rutilante, traçait une ligne sombre sur la latérite rouge des chemins qui menaient à Endoria. Au volant, Maël ne cessait de sourire, un mélange de fierté et de nervosité. À ses côtés, Amélia regardait défiler le paysage. Elle avait revêtu une simple robe d'été, désireuse de ne pas paraître trop citadine pour la première rencontre avec Aya. « Tu es sûr que ta mère ne va pas se sentir mal à l'aise avec la voiture ?» Maël lui prit la main. Elle a rêvé de ce moment. Elle verra ce que son sacrifice a permis. Et quand elle te verra, ma princesse, elle comprendra pourquoi j'ai mis tant de temps à revenir. L'arrivée à Endoria fut un événement. La nouvelle du retour du fils prodigue avait couru comme une traînée de poudre. En garant la voiture devant la maison familiale, Maël sentit les regards curieux et admiratifs des voisins. Aya était là, sur le pas de la porte, le cœur prêt à éclater. Devant elle, le jeune homme qu'elle avait envoyé étudier à Maloria était devenu un homme important. Maël se jeta dans les bras de sa mère, et ils restèrent enlacés de longues minutes, sans mots, laissant les larmes parler de la distance, du sacrifice et du triomphe. Puis, Maël se recula et tira doucement Amélia à ses côtés. « Maman, je t'amène ce qu'il y a de plus précieux à Maloria. Voici Amélia, la femme de ma vie. » Amélia s'inclina légèrement, suivant le protocole de respect qu'elle avait étudié, et parla avec une chaleur sincère. « Mère, c'est un honneur de vous rencontrer. Votre fils est un homme merveilleux. » Aya fut fascinée. Amélia n'était pas seulement d'une beauté époustouflante, une beauté qu'on ne voyait qu'à la télévision, pensa-t-elle. « Ah, mon enfant, tu es plus que ce que mon fils m'avait décrit. Tes yeux sont ceux de la gentillesse. » Aya accepta la jeune femme immédiatement, sans la moindre réserve, voyant l'amour sincère qui liait les deux jeunes gens. La maison résonna de rires
et de conversations joyeuses pendant le reste de la journée. Le lendemain matin, la nouvelle était officielle. Mabélé fut mise au courant par le flux incessant de voisins qui passaient devant la voiture de Maël. Elle accourut chez Aya sous le prétexte de féliciter son amie, mais avec une seule idée en tête, mettre sa fille Syrah en avant. Elle entra, le sourire figé. Elle trouva Maël et Amélia assis avec Aya, le tableau d'une famille parfaite. « Aya, ma sœur, quel bonheur! Ton fils est enfin revenu, » dit-elle d'une voix forcée. Après les salutations d'usage et les éloges sur la réussite de Maël, Mabélé passa à l'offensive. « Aya, ma sœur, j'aimerais un instant te parler en privé. » Aya se leva, s'excusant auprès des jeunes. Dans la cuisine, Mabélé ne perdit pas une seconde. « Alors, est-ce que tu as parlé à Maël de Syrah ?» Aya, les mains croisées sur son ventre, secoua doucement la tête. « Mabélé, c'est déjà fait. Maël a déjà trouvé la femme de sa vie. C'est la belle fille que tu as vue, Amélia. » Le visage de Mabélé se figea. Le sang lui monta à la tête. L'espoir qu'elle avait nourri, la perspective d'une vie de luxe pour sa fille Syrah et, par extension, pour elle-même, s'écroulait dans un bruit sourd. « Quoi? Déjà? Et tu ne m'as rien dit ?» cracha Mabélé, abandonnant toute façade d'amitié. « Pourquoi dois-tu toujours, Aya, avoir la meilleure part, le meilleur mari, le meilleur fils, la meilleure maison, et maintenant un gendre si riche? Et ma Syrah, elle n'est pas assez bien pour ton prince ?» Aya était stupéfaite par cette explosion de méchanceté et de jalousie. « Mabélé, de quoi parles-tu? Maël n'a pas été élevé pour être forcé. C'est le choix de son cœur. Je suis désolé pour Syrah. » L'amitié vieille de 20 ans venait de se briser. Mabélé, aveuglée par la rage et l'envie, elle se rendit droit au carrefour où partaient les taxis-brousses. Elle voyagea sans s'arrêter jusqu'à Zanguia, le village reculé, connu de toute la région du plateau d'ébène comme la demeure du féticheur le plus puissant et le plus dangereux. Une fois devant la hutte sombre du féticheur, l'odeur âcre des herbes et des sacrifices lui piqua les narines. Elle raconta son histoire, déformée par la jalousie, celle d'un fils ingrat qui oubliait sa famille pour une orpheline de la ville. Le féticheur, un homme aux yeux troubles et à la voix caverneuse, écouta, puis il exigea une somme d'argent considérable. Mabélé paya sans hésiter, vidant ses économies. « Que veux-tu » demanda le féticheur. « Je veux que ce fils, Maël, ne voit jamais le bonheur qu'il a volé à ma Syrah. Je veux que cette jeune fille, cette Amélia, qui a pris sa place, disparaisse. » Le féticheur sourit, un rictus qui n'atteignit pas ses yeux. « Ta parole est une loi pour l'esprit, mais l'esprit est juste et le prix des têtes riches est élevé. Le mal se retourne souvent contre celui qui l'envoie. Mais ton cœur est décidé. C'est l'accident qui tuera la fille, mais le fils paiera la vraie dette. » Mabélé ne se souciait pas de la dette. Elle repartit de Zanguia avec une assurance glaciale. Pendant ce temps, à Ndoria, Maël et Amélia s'apprêtaient à rentrer à Maloria. Aya, toujours tourmentée par son mauvais pressentiment, serra son fils et Amélia dans ses bras, les priant d'être prudents.